Il y a très longtemps, vivait dans une grotte un de nos ancêtres communs, Homo basileus. Il était très gentil, mais avait tendance à croire un peu n'importe quoi. Il vivait avec ses congénères et se nourrissait principalement des baies du grand arbre qui était l'ancêtre du cacaoyer. Ce grand arbre était ainsi appelé car à chaque fois qu'Homo basileus mangeait une de ses baies, il s'écriait immanquablement. Cependant, ces baies succulentes se trouvaient accrochées tout en haut du grand arbre. Et il n'était pas facile d'aller les cueillir, ce qui accroissait encore leur valeur aux yeux d'Homo basileus et de ses semblables. Un jour, Homo basileus tenait une pierre dans sa main. Il ne se rappelait plus très bien pourquoi il la tenait, mais il décida qu'il n'en avait désormais plus l'utilité et, pour s'en défaire, la jeta en l'air. Puis, pensant être ainsi débarrassé de l'encombrant, il s'apprêta à vaquer à d'autres occupations tout aussi passionnantes. Quelle ne fut pas sa surprise de recevoir soudainement un violent choc sur le sommet du crâne et de voir retomber au sol la pierre, cette même pierre qu'il venait tout juste d'expulser. Tout le monde autour de lui éclata de rire, ce qui augmenta encore son ressenti envers ce rocher agressif. Une autre fois, il se cogna le petit doigt de pied contre un caillou qui dépassait sournoisement du sol. Et ça fait mal, hein. Désormais, il n'y avait plus de doute possible. Le genre minéral était son ennemi. À partir de cet instant, il refusa tout contact avec les roches et décida qu'il n'y avait rien de bien à tirer de ces affaires-là, qui n'étaient bonnes qu'à cogner, mordre et retomber sur la tête des honnêtes gens. Il quitta la caverne pour aller vivre dans un arbre. Il n'y était plus aussi bien protégé du vent et de la pluie, mais au moins n'était-il plus en contact avec toute cette caillasse vindicative. Et, au fil du temps, il se persuada qu'il avait fait le bon choix et que les pierres, définitivement, n'apportaient que douleur et ne pouvaient rendre aucun service. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que... Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Évidemment non. Les pierres n'étant pas jusqu'à nouvel ordre dotées de volonté propre, ne peuvent pas nous vouloir le moindre mal. Homo basileus ne s'est pas basé sur les bons critères pour forger son opinion. Il n'a pas vu que la pierre qu'il avait lancée était en train de lui retomber dessus. Il ne s'est pas livré à d'autres tests pour voir comment les rochers se comportaient quand on les projetait en l'air. Il n'a pas employé de méthode suffisamment fiable pour estimer correctement la volonté de nuisance des minéraux. À la place, il aurait pu utiliser une autre méthode qui s'est avérée parmi les plus efficaces que l'on ait trouvées jusqu'à présent et qui est, roulement de tambour, on va enfin recoller avec le titre, la méthode scientifique. La méthode scientifique est vieille comme le monde, ou du moins existe-t-elle depuis que l'homme se pose des questions. Il s'agit de rechercher les règles qui régissent ce monde par l'observation et l'expérimentation, ou tout au moins tenter de se rapprocher au maximum de la vérité en évitant les différents pièges qui pourraient se présenter à nous. On en retrouve des prémices chez certains philosophes grecs. Il s'agissait alors d'élaborer et de fixer les règles d'une production rigoureuse du savoir. Comment penser correctement, pourrait-on dire? Alors, attention, nous ne parlons pas ici de totalitarisme de la pensée qui permettrait à quelqu'un d'imposer sa façon de voir les choses. Et nous laissons bien évidemment à chacun la liberté de croire en ce qu'il veut. Mais, existe-t-il une manière de raisonner qui permette d'être sûr de ne pas se tromper? Ou au moins d'en minimiser les risques? Au cours des siècles, une méthode s'est peu à peu mise en place, qui peut être résumée en quelques phases: observation, formulation d'hypothèses, vérification. Mais nous y reviendrons. Disons simplement que cette méthode peut être appliquée pour toute recherche,
le mot étant pris dans son sens le plus vaste. Ibn al-Haytham, savant musulman du XIe siècle, peut être considéré comme le père de cette méthode, même si certains avant lui, comme nous l'avons vu, en avaient déjà posé les bases. D'autres ensuite, dont Bacon ou Descartes, y apporteront des modifications, car cette méthode, tout comme la science auquel elle est attachée, reste en perpétuelle évolution et capable de s'auto-corriger. Galilée, enfin, ne fut pas lui non plus le premier à l'adopter, mais il fut le premier à le faire contre le savoir traditionnel et le pouvoir en place. En cela, il incarne la naissance d'une nouvelle démarche scientifique empirique basée sur l'observation et en rupture avec les dogmes. Eh bien, c'est ça la méthode scientifique. Observer, émettre des hypothèses, vérifier. Chacune de ces trois assertions mériterait un épisode à elle toute seule. Mais il n'aura échappé à personne que les sciences et la technologie ont connu, au cours des derniers siècles, un essor considérable. Eh bien, cela est dû en grande partie à l'application de la méthode scientifique. Voilà qui termine la première partie de cette introduction à la méthode scientifique. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous aussi vous voulez goûter au baies du grand arbre, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge situé juste en dessous de cette vidéo. À bientôt.